Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pas question de renouer avec les anciennes pratiques, mais c'est toujours un plaisir de fêter les retrouvailles. Un ami, un collègue, puisqu'il est journaliste, il nous a laissé de façon temporaire dans le métier. Il n'est pas prêt à reprendre son micro, si je ne m'abuse. Mais chaque fois qu'on l'appelle, c'est toujours avec le même sourire, le même élan, le même enthousiasme qu'il répond aux appels, que ce soit pour des renseignements personnels ou professionnels. Lucien Jurat est l'invité de ce matin. Pas en tant que journaliste, pas en tant qu'ancien porte-parole, mais en sa qualité d'écrivain. Il est juriste, journaliste, expert en communication et professeur. Lucien Jurat, comme on l'a déjà dit, a été porte-parole de deux anciens présidents, Joseph-Michel Martelly et Jovenel Moïse. Il est fondateur du Cénacle haïtien pour la production, la promotion artistique, littéraire et culturelle. Lucien Jurat est également l'auteur de témoignages, confidences ou trahisons. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un autre livre. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Bienvenue, Lucien Jurat. Je suis content des échanges qui vont suivre. Je suis très heureux. Merci à Wendell pour cette invitation. Et c'est toujours un plaisir immense d'être sur Métropole, d'être avec vous à cet espace. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, et les auditeurs et auditrices, ainsi que les internautes, la direction générale. Et d'entrée de jeu, permettez que j'envoie une salutation spéciale pour Yannick Laens, qui vient de se couvrir de temps de gloire à travers cette œuvre majeure que représentent ces passagères de nuit, œuvre pour laquelle elle vient d'être distinguée par l'Académie française. Eh bien, Wendell, comme d'habitude, on est là. Alors, quand quelqu'un est présent, très présent, je dirais, dans les médias à un moment donné, il y a une période de silence qui généralement s'ensuit. Et j'ai envie de vous demander, ne vous en déplaise, c'est vrai, je viens à peine de le dire, en fait, de parler de vos activités, mais Lucien Jurat, qui était, par exemple, journaliste à Signal FM, qui était qui était porte-parole de deux anciens présidents, depuis qu'il a laissé Jovenel Moïse, on ne l'entend presque plus. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes juriste. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie dans l'intervalle. Dans l'intervalle ou encore dans la vie pratique aujourd'hui? Dans la vie pratique, communicateur, je gère. Ma plume est au service de plus d'un. J'écris surtout. Je donne des consultations. Dans l'intervalle, je me suis formé. J'ai mis certains étages supplémentaires à mon édifice intellectuel. Et puis, bien évidemment, mon activité principale, c'est l'écriture, c'est la production littéraire. Aujourd'hui, je suis là pour parler de ma dernière production. Je parle de kidnapping, péripéties et révélation d'une victime. J'ai au moins 4 autres productions littéraires sous-jacentes et qui devraient voir le jour très bientôt. Donc c'est ça, ma vie. Et si vous me demandez est-ce que le micro me manque, la réponse est oui. Est-ce que revenir aux nouvelles ne me tente pas? Certainement. Mais quand j'y aspirerais, ce serait... Surtout quand le métier ne nourrit pas son homme.
Donc, ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Non, non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a un côté passionnant dans ce métier. Et c'est, je crois, ce côté passionnant qui fait que quand on y a goûté une fois, eh ben, on a envie d'y rester toujours. Voilà. Lucien Jura, comme vous l'avez dit, vous êtes là ce matin pour nous parler de cette œuvre. Kidnapping, péripéties et révélation d'une victime. C'est un roman autobiographique ou pas? C'est un roman, effectivement, et autobiographique. Ça raconte l'histoire d'un journaliste. Dans le roman, c'est Luckner qui a été enlevé chez lui, à Port-au-Prince. Alors, il faut préciser, puisqu'il s'agit de Luckner, journaliste, c'est pas Luckner Garo. Non, non, non. Lui, c'est Luckner Jean, heureusement. Voilà. C'est pas Luckner Garo. Il a été enlevé chez lui à Port-au-Prince par un puissant gang. Et au bout de plusieurs jours de séquestration, il a finalement été libéré. Et c'est Luckner qui raconte donc ce qu'il a vécu dans la matrice de cette cellule de kidnapping. Il raconte les facettes souterraines du fonctionnement de ce gang. Et après sa mésaventure, sa famille en entier voulait qu'il parte. Et il a laissé le pays pour plaire à ses proches. Mais il a tout de suite compris que c'était une erreur grave. C'était toujours d'ailleurs contre son gré. Et s'étant ressaisi, il s'est dit qu'il avait un rôle à jouer dans ce pays. Qu'il ne fallait pas qu'il abandonne le navire. Et il a pris la décision de revenir par rapport au constat qu'il a fait, là où il a été. Il a vu le nombre de compatriotes qui s'étaient auto-exilés, justement pour fuir cette peste haïtienne dont on qualifie le kidnapping dans le livre. Et puis, il est revenu au pays. Et dans Luckner, on voit là tout le symbole du courage, le symbole de la résilience, et d'amour du patriotisme. D'amour aussi pour son pays. De patriotisme, justement. Donc, il y est revenu en dépit de tout ce qui pourrait lui arriver. Voilà, c'est à peu près ça le contenu. Est-ce que puisqu'il est question d'un roman, est-ce que le livre parle de faits réels ou s'agit-il d'une pure fiction? À 90%, nous parlons de faits réels. Bien évidemment, il faut un cadre pour mettre tout ça. Par exemple, si on va dans le premier chapitre, quand on décrit l'après-midi de Luckner, ses passe-temps, etc., mais c'est un livre à 90% qui traduit une réalité. Ce sont des faits qu'il a vécu, Luckner, pour avoir été dans la matrice. Comment est survenu le drame? Eh bien, vous allez le découvrir dans le livre. Il vivait seul en Haïti, vivait seul dans sa maison. Et puis un beau jour, alors qu'il était sorti, en rentrant, il a constaté que la maison était bondée de gens, d'hommes armés. En rentrant chez lui ou bien? En rentrant chez lui. On l'attendait ou pas? On l'attendait. C'est pas un kidnapping qui se faisait au hasard? Non, ce n'était pas en pleine rue. Luckner a été kidnappé chez lui, à son domicile. Et puis, il y a tout ce qui a entouré cet enlèvement. Et voilà. Il a été violenté, maltraité, brutalisé? Au moment de son enlèvement, il raconte que, pris de panique, un des membres du gang a tiré à bout portant sur lui. Il a été atteint d'une balle, mais a eu la vie sauve. Et il a décrit aussi ce moment comme étant l'un des moments les plus délicats du kidnapping, l'un des moments les plus sensibles. Car, si on tente de s'enfuir... Parce que les ravisseurs disposent toujours
de quelques fractions de secondes, ou de très peu de temps en tout cas, pour commettre leur forfait. Et si dans cet intervalle, il surgit une résistance quelconque, ou si quelqu'un s'amène, eh bien c'est la panique. Et on peut avoir des victimes dans tous les sens. Là. Voilà, donc c'est ça. Donc ils n'hésiteront pas à vous abattre. C'est ce que Luckner rapporte dans l'histoire qu'il nous conte. Parce que c'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé. Alors que lui, il tentait d'appuyer sur le levier de vitesse, pris de panique, l'assaillant a cru qu'il faisait une manœuvre pour prendre une arme. Oh, okay. Et voilà, sans hésiter. Donc c'est pour cela, parce qu'après, il n'a plus été violenté physiquement, disons. Est-ce que Luckner parle de demande de rançon? Bien évidemment, il en parle. Il en parle à son arrivée. Et le premier contact avec le chef de la cellule, le chef du gang, c'était justement ça, pour faire les exigences en rapport au montant qu'il devait donner, etc. etc. Est-ce que, selon vous, les bandits pensaient ou encore savaient que Luckner avait de l'argent? Alors, selon Luckner ou selon moi? Selon Luckner. Et c'est une question que vous allez me permettre de laisser aux téléspectateurs le soin d'avoir la réponse à travers le livre. Ok. Celle-là. Et comment Luckner a vécu sa séquestration? Oh, comme tous les séquestrés. Et il le dit d'ailleurs. Parce que quand on est dans ce couloir de la mort, en quelque sorte, et on sent la mort à chaque instant. L'instant présent ne vous dit nullement de ce que sera fait l'instant suivant. Et chaque seconde compte, et chaque seconde est perçue par la victime comme étant la dernière. Et il y a toujours cette crainte de ce qui va arriver. Et cette appréhension du lendemain. Et Luckner est dans une tourmente extrême. Non seulement il se fait du souci pour lui-même, mais il se demande comment ses proches vont s'y prendre pour trouver une somme mirobolante, une rançon mirobolante qu'on a exigée de lui, car il sait que sa famille n'a pas ce montant. Et là, il est en train de faire des projections déjà sur l'avenir de ses enfants, sur sa femme, sur ses amis. Et il est en train de questionner tout ce qu'il avait comme projet, comme rêve, de voir tout cela se briser en un clin d'œil. Donc voilà, c'est le drame humain. Est-ce qu'il a tenté, par exemple, de supplier, je dirais, le chef de gang? Est-ce qu'il a tenté de lui parler pour lui faire savoir qu'il n'a pas ce montant et qu'en aucune façon il ne saurait avoir une telle somme, quoi. Est-ce que Luckner a... Il y a eu un long échange entre Luckner et son ravisseur principal. Quand je dis le ravisseur principal, je parle du patron de la cellule de kidnapping. Et dans ce long entretien qu'ils ont eu, il lui a expliqué justement qu'il n'avait pas ce montant qu'on réclamait de lui. Et il lui a dit voici, voilà. Mais il a compris aussi que son enlèvement n'était pas un pur hasard. Que si on l'avait enlevé, que c'était peut-être parce qu'il y avait une présomption de richesse. Et donc, voilà, c'est ça. Est-ce que Luckner pensait pouvoir convaincre le chef de gang? Est-ce qu'il pensait, par exemple, avoir un certain don de persuasion pour porter, par exemple, le chef de gang à revenir sur sa décision par sa libération, par exemple?
Je ne parlerai pas de force de persuasion. Luckner était plutôt dans une situation de supplication. Une situation de supplication parce que n'étant pas en position de force, voyez-vous. Mais ce qu'il a aussi comme talent, ce qu'il a comme maîtrise de l'oratoire, n'oubliez quand même pas que c'est un journaliste, un communicateur qui sait quand même maîtriser l'abécédaire de la communication. Il a tenté de tout mettre à profit, mais sans aucune garantie. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de sa part de penser pouvoir utiliser cette arme de communicateur, par exemple? Il y a des gens qui pensent qu'au contraire, il se serait mis à le supplier, effectivement, mais pas bonne chance, là, non. Pas comme tant pis, quittez-moi, j'ai famille, j'ai madame, j'ai petite. Écoutez, c'est ça la supplication, mais ce qu'il y a de presque subliminal dans ce roman, c'est ce chef de gang à qui l'on prêterait toutes les caractéristiques du diable, qui finalement va se mettre dans la peau d'un humain et à converser avec Luckner. Presque, on dirait, d'égal à égal. Et c'est pour cela que dans le livre, il y a un chapitre qui est titré Candiolo, le paradoxe. Parce que lui, l'apôtre du mal par excellence, voyez-vous, pour Luckner, pour l'opinion publique, pour tout ce qui se passe, Luckner était presque sidéré de voir qu'il y avait une fenêtre de communication, il y avait un échange. Et c'est ce qui lui a permis, mais est-ce que c'est ce qui lui a valu sa libération? On n'irait pas jusque-là. Cependant, il y a eu cette fenêtre de communication où, après les séances de supplication, finalement, il allait y avoir une vraie communication entre eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il a révélé? En fait, qu'est-ce que le chef de gang a révélé à Luckner, par exemple? Là, si pour justifier, je dirais. Si vous me le permettez, Monsieur Théodore, c'est vrai que vous avez déjà un exemplaire du livre, que vous l'avez scruté. Les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aussi, ne verraient pas trop l'importance de se rendre à El Rancho ce samedi. Si je devais apporter toutes les lumières qu'il faut aux questions que vous posez, permettez que je garde cette réponse pour moi, et comme cela, ils verront ce que le principal chef de la cellule a eu comme échange véritable avec Luckner. Si on laisse un petit peu le témoignage de Luckner, témoignage mentionné dans le livre, j'ai toujours entendu dire que, ou encore chaque personne, beaucoup de gens qui ont été enlevés, séquestrés, reviennent avec un sentiment tout à fait différent de ce qu'ils avaient avant d'un chef de kidnappeur. On pense souvent au syndrome de Stockholm. Est-ce que vous pensez, Lucien Jurat, que Luckner avait été affecté par le syndrome de Stockholm en raison des sessions d'échange et de communication entre le chef de gang, le kidnappeur principal, et lui-même? Et dans ce roman, la notion du syndrome de Stockholm n'apparaît pas véritablement. Mais on a comme l'impression qu'au final, Luckner est ressorti. Il est sorti de ce triangle, de ce cercle, avec un ensemble de questionnements. Il va vous dire, par exemple, que ce ne sont pas tous les membres d'une cellule criminelle, si vous voulez, qui ont l'âme criminelle. Il vous raconte certains comportements
de membres de gang qui, en principe, auraient dû être des tigres assoiffés de sang, mais qui ont composé avec lui, qui, à certains égards, il a parlé même, à un certain moment, d'un de ses surveillants qu'il a qualifié de sauveur, parce qu'il avait soif et que l'autre lui a donné à boire. Il ne s'y attendait pas. Et il parle aussi des échanges. S'il est vrai que beaucoup de membres de la cellule font honneur à la réputation qu'on leur connaît. Cependant, il y en a d'autres, tels que décrits par Luckner, on a l'impression qu'ils étaient venus à la recherche de quelque chose, d'une satisfaction, d'un mieux-être, et c'est après avoir intégré la cellule qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Et par rapport à cette déception, voilà peut-être qu'il y a une remise en question de tout ça. Oui, mais vous savez aussi que si l'on est atteint du syndrome de Stockholm, on va pas, on s'en rendra pas compte, hein? Pas du tout. On s'en rendra pas compte. Non. On verra sa perception transformer, changer, évoluer, tout ça, mais sans savoir que c'est l'effet du syndrome. Tout à fait. Et la personne qui souffre du syndrome de Stockholm n'en est pas consciente. Yeah. Elle n'en est pas consciente. C'est l'observateur qui peut arriver à cette conclusion. Mais dans ce roman, on va retrouver un Luckner qui, après s'être sorti de cette mésaventure, par exemple, tout traumatisé, comme il y est décrit dans le livre, va, à travers chaque personne qu'il va rencontrer après, voir le visage d'un des membres du gang. Et le traumatisme était tel que, après l'événement, cloîtré chez lui, il ne voulait même pas sortir sur le balcon, aller voir ce qui se passait. Donc, c'était avoir vécu cela, et c'est ce qui le porte à dire que s'il y avait une échelle de graduation, on verrait que quelqu'un qui a vécu un traumatisme, un drame, un tel drame, c'est quelqu'un dont la durée de vie va obligatoirement être écourtée, sans le savoir, parce que Luckner était sur le point de commencer à développer pas mal de traumatismes. Heureusement qu'il a eu le support d'une psychothérapeute qui l'a accompagné pour faire sa guérison, son deuil. Et finalement, on va voir que c'est dans l'écriture qu'il va trouver cet exutoire. Je vous ai déjà posé cette question, mais je vais bien revenir là-dessus. Luckner n'a pas été violenté au moment de sa séquestration? Non, il ne l'a pas été. Du moins, physiquement. Au moment de l'enlèvement, comme je viens de vous dire, il a été atteint d'un projectile au bras, il le raconte. Et arrivé au sein de cette communauté, et c'est comme ça qu'il en parle, parce que là où il a été, c'est une communauté qu'il y avait. Il n'avait pas été ligoté, et il n'avait pas les yeux bandés, mais il était au sein d'une communauté où lui seul était étranger. Et où tout le monde vaquait à ses occupations. Tout le monde armé, tout le monde est bien évidemment. Il était le seul à être là. Luckner n'était pas souffrant, il n'avait pas besoin de médicaments, on lui donnait à manger. Encore quelques réponses que nous trouverons dans le déroulement du roman. Selon vous, avez-vous une idée des motifs de l'enlèvement de Luckner? Luckner, dans le roman, n'a jamais pu savoir exactement pourquoi il a été enlevé, pour quel motif. Et il nous parle, par exemple, des exigences
du patron de la cellule de kidnapping, qui à son arrivée lui a dit, écoutez, pour les besoins de la cause, de la révolution, vous allez nous donner, vous allez nous donner, vous allez nous donner. Et Luckner lui dit, mais je n'ai pas ce montant. Mais il savait que Luckner n'avait pas ce montant. Hein? Non? Je me trompe? Là, difficile de le dire. Parce que dans plusieurs cas de kidnapping relatés, et des gens avec lesquels j'ai pu échanger, moi, en tant qu'auteur, et la plupart du temps, les exigences qu'on fait, enfin, que les kidnappeurs font aux victimes, aux otages, c'est comme s'ils mettaient la barre à un niveau 100, dans l'espoir que ça va atteindre un niveau 50. Et ça va dépendre aussi. Il y a des fois où il y a plusieurs rançons qui sont données, et il y a des fois aussi où ils sont très intransigeants, ça varie, mais dans le cas de Luckner, lui, il avait clairement expliqué à son principal ravisseur que jamais ses parents ne trouveraient les moyens de satisfaire ses ambitions. Dans l'un des chapitres, le chapitre 11, si je ne m'abuse, il est question d'une envie d'évasion qu'a éprouvé Luckner à un moment donné. Était-ce envisageable? Et bien évidemment, on dit souvent que l'homme est un être en situation. N'oubliez pas que dans la tête de la victime, chaque seconde compte, et la seconde présente ne donne aucune garantie que la suivante la verra en vie. Donc, de ce fait, sachant que ses parents n'allaient jamais trouver ce montant, le dilemme, le drame de l'homme séquestré était d'étudier chaque pan de mur, chaque fenêtre. Et il y a un jeu, mais vraiment très intéressant au niveau psychologique, où il est décrit que Luckner, alors qu'il essayait de s'évader physiquement, devant l'impossibilité de le faire, il a vu passer une fourmi. Et la fourmi qui passait de carreau en carreau. Il a eu envie de devenir une fourmi pour s'échapper sans que personne ne s'en rende compte. Voyez-vous, un homme qui, pendant un certain temps, a eu envie de devenir une fourmi. Se métamorphoser. Justement. Donc, voyez-vous, c'est un dilemme, et cette envie de s'évader, il l'a ressenti à plusieurs reprises. Mais il savait aussi que là où il était au milieu de nulle part, même s'il arrivait à réaliser cet exploit, il n'allait trouver personne pour l'aider. Et dès qu'on le verrait, on saurait que c'est un invité, que c'est un étranger. Parce que, au sein de cette communauté, comme je viens de vous le dire, comme Luckner l'a décrit dans le livre, eh bien, tout le monde connaît tout le monde. C'est une grande famille. Vous pouvez parler de l'épilogue du roman? L'épilogue, si j'en parlais, j'ôterais aux téléspectateurs l'envie d'aller jusqu'au bout. Là, nous donnons des fragments de précision, mais l'essentiel, je tendrais à dire que ce samedi à El Rancho serait le moment le plus approprié pour arriver à cette déduction de l'épilogue. Mais si vous voulez parler des deux autres chapitres supplémentaires, on pourra le faire, mais pour l'épilogue, laissons aux téléspectateurs et aux téléspectatrices et aux auditeurs et auditrices le soin de s'en rendre compte d'eux-mêmes. Je pense qu'on abordera les deux autres chapitres connexes au roman qui traitent de l'historicité et de la typologie du kidnapping. On pourra le faire au retour, après la pause.
Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, Jean-Lucien Jurat, autour de son livre « Kidnapping, péripéties et révélations d'une victime. Historicité et typologie d'un épiphénomène ». Des précisions tout de suite après la pause. À tout de suite. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Lucien Jurat autour de son livre « Kidnapping, péripéties et révélations d'une victime ». En fait, j'ai annoncé qu'on allait aborder les chapitres traitant de l'historicité et de typologie de cet épiphénomène. Est-ce que vous êtes en mesure de nous faire effectivement l'historicité du kidnapping? Si oui, ça renvoie à quelle période donnée? Oui, mais là, je ne vais pas m'offrir la gloire de cette historicité parce qu'elle existait déjà. Je peux parler de l'amplification à partir des recherches que j'ai faites là-dessus. Et l'histoire du kidnapping en Haïti, ça remonte à 1973. Hein. Le premier cas de kidnapping. Avec Clinton Knox. Voilà, et c'est l'ambassadeur américain et le consul également. Et vous allez voir la juxtaposition qu'il y a entre ce cas de kidnapping et la typologie du kidnapping, ce deuxième chapitre qui est connexe à ce livre. Quand je parle des différents types de kidnapping qu'il y a, oui, ça a démarré en 1973 et puis on a eu une trêve. C'est ce qu'on appelle un kidnapping politique. Hein, en 1973, les détails sont dans le livre, bien évidemment, sous le gouvernement du président Jean-Claude Duvalier à l'époque. Et puis, il y a eu une longue trêve. On n'en a plus entendu parler. Et puis, dans les années 90, on allait avoir un rebondissement. Et puis, sur René Préval? Sur René Préval, on allait avoir le cas de Boris Potensky. J'étais reporter, donc je me souviens très bien de ce cas-là. Alors, il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose avec nous ce matin avant de passer au studio. Il a parlé d'un cas de détournement d'un avion qu'il y a eu en Haïti. Oui, j'ai pu échanger avec le professeur Michel Soukar là-dessus, effectivement, qui a parlé d'un cas de détournement d'avion qui, ce me semble, était destiné aux forces armées d'Haïti et finalement a été détourné. Contraint de se rendre à Cuba. À Cuba, un cas du genre. Mais si nous parlons du kidnapping proprement dit, si nous prenons les caractéristiques d'un kidnapping, un enlèvement, des ravisseurs, une rançon, si nous parlons du kidnapping classique, donc on est forcé de remonter à 1973. Et puis dans les années 90, plus exactement 95, sur René Préval, ou 96, il y a eu ce kidnapping extraordinaire dont toute la presse parlait. Oui. C'est le cas du petit Boris Potensky. Et puis d'autres cas, malheureusement, c'est dur d'en parler, mais j'accroche, on se souvient de la fin tragique qu'a eu notre confrère. À l'époque, il était à Télémax. Je l'ai eu comme collaborateur à Télémax. Et puis, ça a suivi son cours jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est un chapitre extrêmement intéressant et qui contient beaucoup de données sur l'historicité du kidnapping. Tu parles de typologie du kidnapping? Oui. Et là, c'est une tâche que je me suis assignée après avoir entendu Luckner, après l'expérience de Luckner, qu'il fallait mettre en roman. Et je me suis donné la peine, en tant qu'écrivain, et là avec une dimension de chercheur aussi, d'enquêteur, d'aller vers beaucoup de victimes du kidnapping. Et à partir des discussions que j'ai eues avec les victimes, des recherches que j'ai pu effectuer, j'ai pu faire, et je suis arrivé à présenter une typologie du kidnapping. Je ne sais pas si vous permettez que je vous arrête un moment. Allez-y. Il y a
un ami journaliste, confrère de micro, surtout, qui tient à préciser que ça remonte même à la période post-coloniale. Les Africains, selon l'ami, avaient été kidnappés aussi en Afrique pour venir remplacer les Indiens. Oui, et si on revient à la période coloniale, ça ne nous situe pas dans le contexte actuel d'Haïti proprement dit. Donc, c'est effectivement une approche qui pourrait être faite. Mais en ce qui me concerne, mes recherches, je les ai circonscrites dans le cadre de la gouvernance moderne actuelle de la République d'Haïti. Et en ce qui a trait à la question de la typologie du kidnapping dont on parlait tout à l'heure, je suis arrivé à en dénombrer pas moins de 11 types de kidnapping. En Haïti? Oui, 11 types, et à partir des recherches que j'ai pu faire. 11 types, donnez-nous quelques-uns. Je parlerai seulement de 2 types, et je laisserai aux téléspectateurs le soin d'aller découvrir les 9 autres samedi à El Rancho. Il y a un kidnapping dont on ne parle pas beaucoup, mais que j'ai pu découvrir dans le cadre de mes recherches, c'est les kidnappings à des fins de service professionnel. Comme un médecin, par exemple, qui est pas que médecin. C'est pour aider le public à se situer et à bien comprendre. Tout à fait. Quand je dis un kidnapping à des fins de service professionnel, ce n'est pas le kidnapping classique où la victime est enlevée parce qu'on veut lui réclamer une rançon quelconque, on va exercer plein de pression sur elle, on va la tabasser ou la frapper, la violenter. Non, c'est pas ça. C'est quand, par exemple, au sein d'une cellule de kidnapping, par exemple, il y a un membre important qui est souffrant. Si vous voulez que je reste à l'exemple que vous venez de prendre, il y a un membre important qui est souffrant et pour lequel on n'arrive pas à trouver de médicaments de guérison. Alors, si on sait qu'il y a un expert dans le domaine, au niveau de la place, eh bien, on va le chercher. On va le chercher. Il est réquisitionné. Pas tant que ça, il est kidnappé. Il est kidnappé. Disons-le clairement, il est kidnappé, mais on ne va pas lui réclamer de l'argent. Et ce n'est qu'au moment où il arrive qu'il se rendra compte des raisons de son enlèvement. De son enlèvement. Et certainement, on lui passera le téléphone pour dire à ses parents, écoutez, ne vous en faites pas. Tout va bien, mais attention, vous êtes là pour une mission. Bien évidemment, il y aura tout ce qu'il y aura comme pression psychologique pour qu'il donne 100% de lui-même à pouvoir remplir efficacement sa mission. Il n'y a pas que les médecins, par exemple. Imaginez quelqu'un qui aurait tout l'argent du monde, qui verrait la maison de ses rêves à la télé ou quelque part, et qui aurait envie de se la faire construire, mais qui ne disposerait pas des experts en la matière pour avoir cette maison, pour avoir cette piscine, pour avoir... Eh bien, si vous êtes ingénieur architecte, Monsieur Théodore, on va faire appel à vous. On ne fera pas appel à vous. On vous fera venir de force pour accomplir l'ouvrage. Bon, de toute façon, c'est de force, ça ne peut pas être de gré. Voilà, toujours. Donc, c'est un type de kidnapping que j'ai pu... Et puis, il y a, comme je vous avais promis de vous en donner 2, il y a les kidnappings à des fins de vengeance personnelle. Et c'est l'un des types de kidnapping, je dirais, où... Les plus courants pas des plus courants, mais où la victime a toujours très peu de chances de sortir indemne. Parce que quand c'est un règlement de compte qui est à l'origine du rap, la rançon ne veut rien dire. Oui, on a foutu, on a cuit. S'il n'y a pas une intervention, je dirais, providentielle de la police, ben, c'en est fait. C'en est fait. Parce que là, c'est... Vous parlez de... Il y en a 11. Oui. Non, on s'était mis d'accord pour que... les téléspectateurs aillent découvrir les 9 autres. Voilà. Et
historicité et typologie d'un épiphénomène. Oui. Pourquoi vous dites, pourquoi vous le considérez comme un épiphénomène? Le kidnapping n'est pas tombé du ciel, Monsieur Théodore. Et si l'on va lire les théories sociologiques des grands sociologues, et si nous prenons par exemple un sociologue comme Émile Durkheim, il vous définit les faits sociaux à partir de causes sociales. Il n'y a de faits sociaux qui ne résultent de causes sociales. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le kidnapping est la résultante d'un ensemble de facteurs que nous pouvons classer, que nous pouvons mettre dans un tiroir à 3 degrés. Si on prend tout d'abord l'un des facteurs, on dirait, à l'origine du kidnapping, l'un des facteurs qu'on pourrait considérer en premier, c'est tout d'abord la faiblesse des structures de sécurité au niveau national. Car c'est la faillite des structures de sécurité nationale qui va faciliter l'émergence du banditisme en général jusqu'à atteindre cette proportion qu'est le kidnapping. Il y a un autre facteur aussi que considèrent les experts, c'est l'impunité. Parce que l'une des fonctions premières du droit pénal dans la chaîne de sanctions, c'est le principe de l'exemplarité. Quand vous avez commis une infraction, la peine qui vous est donnée ne vous est pas donnée à vous seulement en tant qu'individu qui avez commis cette infraction. Mais cette peine se veut aussi un signal, une mise en garde à tous les autres individus, tous les autres membres du corps social qui auraient envie ou tendance à se diriger dans cette voie. Donc, c'est une fonction préventive aussi de la justice. Mais quand l'impunité règne en maître, là, les bandits, les hors-la-loi se disent, mais écoutez, s'il n'y a pas de sanctions, ou du moins de sanctions adaptées à l'infraction, donc si je vais en prison, je ne vais passer que 2 semaines, si jamais je vais en prison. Ou si j'ai suffisamment de contacts pour appeler un supérieur et comme cela contourner la justice. Donc, c'est encore un facteur explicatif. Et donc, puis, là, c'est des phénomènes. Le kidnapping, c'est un phénomène sur des phénomènes. C'est un phénomène résultant de phénomènes en amont. En amont. Le kidnapping. Ce qui rend le problème beaucoup plus complexe. Ce qui le rend beaucoup plus complexe. Ce qui nous amène, attendez que j'avance encore, un facteur à l'origine de tout ça, c'est les disparités économiques. Quand vous avez l'extrême richesse qui côtoie l'extrême pauvreté, quand vous avez des individus qui sont réduits à l'état, je dirais, d'objets, de choses qui n'existent pas dans la société, quand plus rien ne rattache l'individu à la vie, ben si ma vie ne vaut rien, mourir de faim, mourir d'une balle, c'est la même mort. Vous allez me dire qu'il y a le principe sacré de l'attachement à la vie qui fait que nous avons toujours ce réflexe de vouloir rester en vie. Mais quand quelqu'un arrive à se suicider, il faut croire qu'il en a assez de la vie, de sa propre vie. Et au niveau du corps social, il y a un ensemble d'individus qui sont considérés comme des marginaux, qui n'ont rien du tout, même le strict minimum, alors qu'ils constatent que tout près d'eux, il y a l'extrême richesse. Quand il y a ce maître mot qu'est l'injustice sociale démesurée, là, la matrice du monstre est prête à engendrer un phénomène tout aussi monstrueux qu'est le kidnapping. Oui, avec la seule nuance, très souvent,
c'est des gens qui étaient dans la même situation que les bandits, que ces derniers kidnappent. Par exemple, quand je parle de la même situation, on est issu, par exemple, d'une couche défavorisée. On a fait des efforts, mais il y en a qui étaient dans la même situation et qui n'ont pas fait le même effort que vous. Et finalement, vous avez réussi tant bien que mal à vivre. Et vous allez être kidnappé par les gens du même rang social que vous. Et là, à vous entendre parler, on croirait entendre Luckner. Car c'était justement, il y a un des passages du roman où Luckner est en train d'échanger avec Candiolo. Et c'était exactement les arguments avancés par Luckner. Mais vous parlez de révolution. Vous et moi, nous ressemblons. Pourquoi moi? Pourquoi l'autre? Est-ce moi qui suis responsable de tout ça? C'est exactement le même discours que vous tenez là. Mais je m'en irai, hein, je m'aventurerai légèrement à ce propos pour dire que les kidnappeurs aussi ne veulent pas mourir. Et ils veulent s'assurer du succès de leur opération à chaque fois. Si Wendell Théodore représente une proie facile, une proie sans risque, ils ont 1001 intérêts à enlever Wendell Théodore. Bien évidemment, ce n'est que cas de figure que je ne souhaite nullement, bien évidemment. Et les téléspectateurs et les auditeurs comprendront. Moi, je ne veux même pas entendre cela. D'accord, donc on l'enlève, hein, on parle d'un citoyen lambda. Mais si tel autre citoyen, en apparence, peut opposer une résistance qui mettrait en péril l'opération sciemment planifiée, la vie même des kidnappeurs, ils ne vont pas s'aventurer. Et ils ont tenté aussi, que je sache, d'enlever certaines personnalités appartenant à un certain cercle social. Et ils ont eu parfois des réponses. Malheureusement, et à ce moment-là, à cette phase de débat, on est bien obligé d'aller plus vite. Okay. Maintenant, comment sortir de cette situation? Que faire? Ma lecture, après analyse, c'est que le constat aujourd'hui, il est clair. Nous sommes face à un naufrage collectif total. Personne n'a d'argument pour se disculper, aucun secteur. Et face à ce naufrage collectif total, à mon sens, il nous faut opposer un sauvetage collectif global. Au naufrage collectif total, nous avons pour devoir d'opposer le sauvetage collectif global. Et par quoi ça passe? Ça passe par cet engagement. Ça passe par un rêve. Ça passe par un engagement citoyen. Parce qu'il y a deux façons de voir le verre, à moitié vide ou à moitié rempli. Quand on le voit à moitié vide, M. Théodore, on se dit, je suis en Haïti, je vais mourir. Et puis on est passif. Ou bien on a choisi de mourir en Haïti, ou bien on a choisi de vivre en Haïti. Et c'est justement le choix que Luckner a fait dans le roman. Il a choisi de revenir en Haïti pour y vivre. Et pour y vivre, il savait qu'il avait pour devoir de s'entourer des réserves saines qu'il y a encore dans cette République, afin de faire échec aux pratiques malsaines, je dirais, de mauvaise gouvernance qui ne conduisent qu'à la déchéance, et une déchéance totale. Donc, cet engagement citoyen aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il faut changer de paradigme parce que si on se croise tous les bras, on connaît inexorablement la fin. Alors qu'en se mettant au travail, qu'en se jetant dans l'arène, on est certain de pouvoir sortir victorieux. Et quand je parle de victoire ici, je parle de cet autre Haïti auquel nous aspirons tous,
où il ferait bon vivre, où nous n'aurions pas besoin de nous auto-exiler, comme c'est le cas pour bon nombre de nos compatriotes. Tu proposes aussi une version audio et du livre. Pourquoi? Oui. Cela m'a tenté dès mon premier ouvrage. J'avais une envie folle de faire une version audio des témoignages confidences ou trahison. Malheureusement, je n'ai pas pu concrétiser ce rêve, mais ce livre est prêt depuis juillet dernier. Mais je ne voulais pas en faire la dédicace pas avant cette version audio, qui est une façon pour moi de venir avec une valeur ajoutée supplémentaire, mais qui permettra également aux non-voyants qui sont intéressés aussi aux choses de l'esprit, à la culture, à la littérature, de pouvoir se faire plaisir. Et puis, la version audio telle que réalisée avec bruitage, avec orchestration, ça devient extrêmement intéressant. J'ai fait en sorte que ça ne soit pas lassant. Toutes les 10 minutes, vous avez des séquences. C'est vraiment une démarche très intéressante. Et je ne voulais pas faire appel non plus à l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que j'y suis allé de moi-même, de plein fouet, des heures, des jours en studio pour finalement accoucher de cette œuvre. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Bon, je sais qu'il y a la vente signature qui est annoncée, mais ce sera dans les librairies? Oui, bientôt? déjà, c'est en librairie. C'est, par exemple, à Astérix, c'est aussi à C3 Éditions et c'est sur Amazon, bien évidemment. Et samedi, ce sera la séance de dédicace où j'attendrai tout le monde à l'hôtel El Rancho de 2h à 8h. Et puis, voilà, les autres librairies patienteront un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de tâches à abattre. Ce sera au prix de 3000 gourdes également. Et ce sera sur fond de ce que j'appelle un beau cocktail littéraire et voilà, un somptueux cocktail. Pour terminer, Lucien Jura, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un kidnappeur sera attentif à un quelconque message de laisser tomber cette pratique d'enlèvement de simples citoyens? Si, à votre avis, si selon vous, il sera attentif à cela, quel devrait être le contenu de ce message, ou la teneur de ce message? Et est-ce qu'un kidnappeur aujourd'hui serait attentif à un appel à déposer les armes pour redevenir un citoyen normal, si vous voulez dire, entre guillemets? Non, mais ils peuvent continuer à tuer, mais au moins cesser d'enlever les gens. Non, leur dire qu'ils peuvent continuer à tuer, Wendell, non. Disons... Pas continuer à tuer, ils peuvent... Je suis sûr qu'il s'agit d'un lapsus. D'un lapsus, oui. Non, mais les téléspectateurs ont compris aussi. Ce serait quelle alternative proposer à ceux-là qui, aujourd'hui, kidnappent, tuent, pillent, violent? Est-ce qu'il y a une alternative quand un groupe d'individus... un beau matin, peut se réveiller avec des millions en main, alors que le travail citoyen commande un salaire, une activité, que c'est progressivement. Moi, je crois que... Mais ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent continuer à vivre... C'est ce que je vous dis. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne profitent pas tout à fait de cet argent. Ils sont quelque part aussi séquestrés à l'intérieur de leur juridiction. Pour se déplacer, ils ne peuvent le faire sans avoir quelques soucis, quelques appréhensions, parce qu'ils savent qu'ils sont en marge de la loi. Maintenant, par rapport à ce dilemme, quand je parle d'un changement de paradigme, qu'est-ce que aussi ces individus qui accepteraient de déposer les armes aujourd'hui trouveraient au niveau du pouvoir central comme alternative? Et c'est là que les élites doivent entrer en lice pour réfléchir. Est-ce qu'on a les moyens de contrer cette violence aveugle? Si tel n'est pas le cas, quelle est l'alternative à proposer? C'est pour cela que je parle de cet engagement citoyen pour ce sauvetage collectif global qui fait appel à tous les secteurs. Ça ne passe pas par la réflexion d'un homme, ça passe par
l'engagement des élites à tous les niveaux pour que nous arrivions à mettre en place ce qu'il faut comme cadre pour déboucher sur une société viable. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau, Lucien Jura. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Monsieur Théodore. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être avec vous et de partager une partie de cette œuvre avec les téléspectateurs et de m'avoir permis aussi de m'exprimer en tant que Lucien Jura et non en tant que porte-parole. À l'occasion, la direction générale de la radio et de la télé ne cessera jamais d'être remerciée par le mortel que je suis. Et puis, bon, aux téléspectateurs qui voudront bien découvrir cette œuvre et avoir un exemplaire de mon dernier né littéraire dédicacé par moi et qui voudront aussi me dire un petit bonjour à l'occasion de cette exhumation sociale. Mais ce sera bien l'opportunité. Merci à tous. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Lucien Jura. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Et Lisa Loto. Maman, moi songe les moi t'es petit. Ou t'es toujours dit moi. Petit garçon, la vie c'est un voyage. C'est chemin, mais pas vitesse là qui compte. Ou quitter pour moi un héritage, mais c'est pas seulement un compte en banque. C'est valeur, confiance à rêve ou te mettez dans moi. Avec BNC, moi apprendre bâtir plus passer en business. Moi bâtir une communauté, un avenir pour moi-même et pour l'autre monde. BNC toujours à innover pour continuer à accompagner une nouvelle génération. Merci maman, parce que vous avez moi plus passer l'argent. Ou ben moi un bâton pour me paraît coup difficulté la vie. Histoire succès me marrer avec BNC. BNC c'est pas seulement une famille, c'est une communauté, un patrimoine. Encore, m'a dit merci maman. BNC, l'expérience au service de toutes les générations.